Pardon. Et excusez-moi. Et voilà, donc ça a été un fantastique, comme je disais tout à l'heure, un laboratoire photographique. Patrick Chauvel peut en témoigner, il est avec nous, il a fait plusieurs séjours là-bas. Ça a été quelque chose d'incroyable pour les photographes. Mais il faut aussi dire que ça a été une guerre très meurtrière pour les photographes et les journalistes. Ouais. Il y a eu, puisqu'on emmenait les photographes au front, puisqu'on les emmenait dans les sections, aller au plus près des combats, et voilà, évidemment, ils prenaient énormément de risques, et il y a eu beaucoup de dégâts. Tu veux dire quelque chose alors? Non. Je pensais juste au transport héliporté qui ont fait qu'il y a aussi d'accidents. Oui. Et justement, par rapport, on va revenir sur l'impact de ces photos, puisqu'on a décrit cette liberté, ce fait que, je crois qu'au Vietnam, pour se faire virer, entre guillemets... Après, d'ailleurs, aux Américains. Après, comment ça leur a mis voilà, et on va en reparler, mais cette liberté du photographe, on la retrouve pas dans les conflits que tu as couverts, Alvaro, en Irak, en Afghanistan, quand tu as été avec les troupes. Est-ce que par rapport à cet âge d'or du Vietnam, c'était comparable, ou est-ce que, évidemment, il y avait plus de restrictions? C'est ouvert, là. Je voudrais juste apporter une petite précision sur ce que tu as dit sur moi tout à l'heure, mais qui est importante. Bon, ça fait pas 25 ans que que je couvre de l'actualité, mais une quinzaine d'années. Mais je ne fais pas que de la photo d'actualité. Je fais aussi de l'environnement, je fais des rendez-vous, je fais des choses comme ça. Donc je suis pas ici, je suis un photographe qui couvre l'actualité, mais je ne suis pas un photographe de guerre. Voilà, et puis j'ai été aussi laborantin, donc je voulais juste dire ça pour Marc. Moi, j'ai été embêté une seule fois dans ma vie avec les troupes américaines pendant la deuxième guerre pour l'invasion du Koweït. Je dois dire que je suis tombé sur un colonel qui était assez sympathique et on a eu beaucoup de liberté. Caroline Mangès, avec qui j'étais, on n'a eu aucune censure. Les Français, on a eu une réunion avec tous les officiers. Il nous a introduits auprès des officiers. Il a dit voilà, 2 journalistes français qui vont nous suivre jusqu'à Bagdad, en fait, finalement un petit peu avant Bagdad. La France ne nous accompagne pas dans cet effort de guerre, dans cette guerre, mais c'est la beauté de la démocratie et je vous demande de bien les accueillir. Donc moi, je dois dire que dans ma seule expérience d'embedment, ça s'est très bien passé, mais ça a été la seule. Alors, Valérie, par rapport à cette liberté des photographes, quels sont, on peut s'interroger quand même sur la naïveté, d'une certaine façon, de l'état-major américain au moment du Vietnam, de se dire ces images, elles arrivent à la maison. Elles ont un impact, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure parce que les Américains, au moment de la guerre du Vietnam, viennent de vivre 2 autres grandes guerres desquelles ils sont sortis héros, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée, entre 50 et 53. Et les journalistes qui suivaient à ce moment-là, donc étaient des journalistes embarqués, qui ont complètement suivi l'effort de guerre, ils ont fait des images de propagande. Donc quand les Américains commencent à s'engager au Vietnam entre 64 et 65, il y a un petit peu cette idée préconçue et naïve, comme vous dites, de se dire les journalistes vont forcément suivre l'effort de guerre américain et le discours officiel. Et donc, il y a cette liberté, il y a même ce niveau de priorité. Je crois que les journalistes sont niveau de priorité 3 pour monter dans les hélicoptères. Après les soldats et les blessés, ils peuvent monter à peu près partout. Donc, il y a vraiment une année et demie où les journalistes pourront littéralement faire ce qu'ils veulent. Et il va y avoir d'ailleurs une tension très forte entre les journalistes sur place et les rédactions aux États-Unis, de grands magazines de photos comme Life ou Time, les rédactions aux États-Unis sont plutôt pro-guerre. Les journalistes sur le terrain constatent assez rapidement que c'est pas une guerre qui va se gagner comme ça. Et il va y avoir des tensions entre les rédactions qui refusent parfois de publier certaines photos ou certaines histoires en disant mais elles ne montrent pas qu'on gagne la guerre. Et je voudrais aussi préciser que ce qui change beaucoup au Vietnam, c'est pas uniquement cette liberté, c'est le contenu des photographies. Et c'est une des premières guerres où les photographies de civils blessés va prendre un poids extrêmement important. On va revenir sur la photographie, je pense, de la petite fille brûlée au napalm, qui est une des photos les plus emblématiques de cette guerre. Elle est très intéressante parce que, autant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le moment où les victimes civiles du conflit vont devenir aussi importantes que les victimes militaires. Et vers la fin du XXe siècle, on parle de 90% des victimes des conflits qui sont des civils. Donc la dimension civile devient fondamentale et là, elle est vraiment transmise à l'image. C'est plus uniquement des photos de soldats, c'est aussi des photographies d'enfants, de femmes, de vieillards. Et ça, c'est vraiment une rupture totale entre la figure du combat, la figure encore un peu héroïque du combattant, et de l'autre côté, la victime, qu'on appelle maintenant, qu'on euphémise dans le langage de dommages collatéraux, cette victime qui est jetée à la figure du public
et qui va occasionner un choc. Cela dit, cette image, dans la mémoire collective, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs qui circulent sur cette image. Alors Marc, qui connaît très bien cette image, va nous en parler. C'est une image qui a été prise par le photographe d'Associated Press, Nick Hutt. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette image, Marc? C'est juste c'est une image extraordinaire, mais il y a une petite anecdote par rapport à cette photo, parce qu'on parle beaucoup de Nick Hutt. C'est vrai, c'est lui qui est bouleversé par cette petite fille et qui va la récupérer, qui va l'emmener dans un dispensaire pour la soigner. Mais il y a aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un autre photographe, un photographe américain qui est à côté, qui a vu cette scène et qui lui aussi est absolument bouleversé par cette scène. Et lui veut savoir ce qu'est devenue cette petite fille. Donc il fait une enquête, il se renseigne dans tous les dispensaires, et il arrive à trouver le dispensaire où est cette petite fille. Cette petite fille est en train de mourir, il y a une infirmière qui lui dit écoutez, cette petite fille dans 3 heures elle est morte. Et là il est absolument bouleversé. Il est journaliste américain, il a une puissance, on disait, il peut se permettre d'appeler n'importe qui. Il appelle quand même l'état-major, et il sait qu'il y a un campement militaire de campagne pas très loin, et il demande l'autorisation d'emmener cette petite fille pour qu'on la soigne. Et là, le commandant lui dit écoutez, il n'y a aucun problème, sauf qu'il me faut l'autorisation d'un ministre sud-vietnamien. Qu'il faut quand même préciser, c'est que cette petite fille est brûlée au napalm, ce n'étaient pas des pilotes américains qui étaient aux commandes, c'était des pilotes sud-vietnamiens. Et il réussit à avoir rendez-vous avec ce ministre sud-vietnamien. Il arrive, il lui explique la situation, il dit voilà, écoutez, j'ai besoin de votre accord, j'ai téléphoné à l'hôpital militaire de campagne, ils sont d'accord pour accepter cette petite fille, mais il me faut votre autorisation, il me faut une signature. Et là, le ministre commence à prendre des grands airs en disant oh là là, c'est pas très bon pour notre publicité, pour notre image. Et là, le photographe américain sort un couteau de sa poche, l'ouvre, le met devant le ministre et lui dit écoutez, allez l'égorger vous-même, ça ira plus vite, vous allez abréger ses souffrances. Là, le ministre a été très impressionné et choqué, et il a signé. Et la petite fille a été sauvée, bien sûr par Tingle, mais aussi par ce photographe qui l'a fait transférer dans cet hôpital américain. Sinon, c'est une photo très forte. Là, la photo est recadrée. Alors, on va peut-être parler aussi des recadrages, des compositions de l'image, parce qu'il y a un photographe, normalement, qui se trouve sur la droite, qui est David Burnett, je crois. Là, on n'est pas à l'heure de numérique, on est à l'époque de l'argentique. On fait les films, puis quand le 36 poses est fini, on rembobine. Et je crois que si on regarde bien, David Burnett est en train de rembobiner son boîtier, et voilà, juste à côté. Et voilà, c'est pas lui qui va faire la. Il y a une équipe télé aussi. Oui, il y a une équipe télé, c'est filmé aussi, qui eux, ils tournent autour de la petite fille. On voit la petite fille partir. L'image a eu beaucoup d'impact aussi. Et en fait, ils sont pleins. Et quand on voit le contre-champ, à 100 ou 200 mètres derrière, il y a un checkpoint, on dit maintenant. Il y a un checkpoint, et il y a d'autres télés, d'autres photographes. Enfin, il y a plein de monde. J'ai toujours été assez étonné de voir la nonchalance dans le film ou dans les photos des militaires qui sont sur cette route par rapport à la scène en elle-même. Je trouve qu'il y a vraiment un décalage. Alors, c'est une photo qui, Valérie, vous allez nous en parler un peu plus, qui a eu un véritable impact sur le mouvement pacifiste aux États-Unis, puisque là, on est vraiment dans une problématique où on a une enfant, une civile, comme vous dites, et je dirais par rapport aux autres images de guerre, où on voit les boys en souffrance, voilà, en parlant du mouvement pacifiste, on a pris cette photo de Ribou. Donc, ces photos-là, évidemment, ont de l'importance. Elles montrent. Je pense qu'on peut en parler aussi. Celle d'Henri Huet. Nadolson. Ouais. Là aussi, c'est une question de champ, puisqu'il y a 3 photographes, je crois. Vas-y, Marc. Non, c'est juste pour là. Voilà l'impact d'une photo qui est incroyable. Au moment de cette photo, il y a 3 photographes qui sont coude à coude. Puis pas des moindres, parce qu'il y a Don McCollins et Larry Bureau. Et il y a John Olson qui est là, et c'est le seul qui a. Je crois que c'est un 180 ou un 200 mm. C'est le seul qui a. Et les autres ont. J'avais vu la planche contact de McCollins, je crois qu'il a un 28 et l'autre a un 35. Évidemment, en gros angle, ça ne rend rien. Mais la photo prise au télé, avec cet écrasement comme ça sur les blessés, c'est vraiment le radeau de la Méduse, quoi. Et ça, voilà comment 3 optiques différentes, 3 photographes différents qui vont être côte à côte, vont prendre chacun cette scène. Et
voilà, qu'il n'y en a qu'un qui fait vraiment la... Là, la photo, elle est rentrée dans l'histoire. Voilà. Alors, donc, pour celle de Nick Hutt, qui a une place un petit peu particulière, on a dit cette photo a contribué à arrêter la guerre du Vietnam. Est-ce que c'est un ensemble de photos qui ont contribué, ou est-ce que c'est cet impact, évidemment on va parler tout à l'heure de la photo du petit Elan, mais est-ce que c'est cet enfant qui a eu un impact décisif sur le mouvement pacifiste, et en tout cas a amené les Américains à s'interroger, et les politiques peut-être aussi à... Alors non, c'est pas cette image qui a contribué au mouvement pacifiste. Il y a d'ailleurs beaucoup d'erreurs qui circulent sur cette image dans son souvenir. Les mouvements pacifistes aux États-Unis, ils démarrent en 1966. C'est là qu'il va y avoir les grandes manifestations à Washington. Et si les gens manifestent, c'est avant tout parce qu'ils voient ce type d'image, cette image que vous voyez en ce moment même à l'écran. Ils voient leurs soldats mourir et ça s'éternise et le nombre de tués augmente. C'est ça qui va mobiliser les gens avant tout. Et en 69, c'est une image qu'on n'a pas ici, mais il va se produire un massacre terrible dans un village qui s'appelle My Lai, où il y a, les chiffres varient entre 100 et 450 femmes et enfants qui sont massacrés. Il y a un photographe de l'armée qui est présent. Il prend des photos pour l'armée et pour lui-même. Les photos noir et blanc sont pour l'armée, les photos couleur sont pour lui-même. Et c'est un journaliste du New Yorker, je crois, qui entend parler de Simon Hirsch. Simon Hirsch, exactement, qui entend parler de ces massacres et qui va retrouver le photographe et qui va réussir à lui acheter, je crois pour $25 000, son lot de photos qui va être publié dans Life entre 69 et 70, ce qui va créer un tollé dans l'opinion publique. Et là, les mouvements pacifistes vont se focaliser sur les victimes civiles. La petite fille brûlée au napalm, la photo de Nick Hutt, elle arrive en 1972, c'est très tard. Les Américains se sont déjà passablement retirés du Vietnam. Il y avait 500 000 soldats en 69. Je crois qu'il n'y en a plus qu'environ 20 ou 30 000 en 72. Les États-Unis sont en train de négocier la paix avec le Vietnam. Donc c'est une photographie finalement qui représente des combats, comme vous le disiez, entre Vietnamiens. Si elle focalise autant l'attention, c'est parce qu'elle vient marquer finalement la fin d'un conflit qui s'éternise et des bombardements massifs qui ont été soutenus par Nixon en 72, que les Américains ne comprennent pas. Pourquoi encore des bombardements? Pourquoi autant de massacres pour une guerre dont finalement on est en train de se retirer? Et cette photographie, en fait, elle a pris une ampleur colossale parce que les politiciens l'ont récupérée. Il y a énormément de politiciens qui étaient avant pro-guerre qui se sont retournés finalement contre la guerre, dont le grand conseiller de Johnson qui s'appelle Robert McNamara, qui a écrit ses mémoires sur le Vietnam en disant en gros plus jamais ça, et qui est vraiment le symbole de ce politicien qui a retourné sa veste du faucon vers la colombe et qui lui a évoqué notamment cette image de la petite fille brûlée au napalm. Donc il y a eu une récupération très forte dans le discours politique. C'est une photographie qui est arrivée très tard, donc c'est une de celles dont on se souvient le mieux. Mais ce n'est pas elle qui a fait démarrer les mouvements pacifistes, c'est vraiment cette cumulation d'images, comme vous disiez. Elle arrive un peu en apothéose, mais il y a eu vraiment un crescendo finalement. On est passé des victimes militaires qu'on focalisait l'attention, nos morts finalement vers les victimes civiles, les morts du pays, les morts du Vietnam qui ont par la suite continué les crispations des mouvements pacifistes. Je rajouterais que le même Simon Hirsch qu'on évoquait pour l'affaire de My Lai a été celui qui a négocié aussi auprès de soldats américains les photos d'Abu Ghraib. Donc c'est un récidiviste d'une certaine façon, et il a contribué à faire avancer beaucoup de choses à lui tout seul. Donc on est passé sur ces photos. Voilà, moi je voulais vous montrer un petit peu cette Vernon Vyke qui est donc cet infirmier des Marines, cette série qui a été faite par Catherine Leroy au Vietnam dans la bataille des collines. Elle est aussi très symbolique. Juste une petite parenthèse, puisque on avait retrouvé, j'avais participé avec Catherine Leroy pour les 30 ans de la fin de la guerre du Vietnam. On avait retrouvé un certain nombre de personnages. Je vous montre ça, c'est plus anecdotique. Voilà Vernon aujourd'hui. Voilà, donc on voit que la guerre a laissé quelques traces. Et puis sur celle de Larry Burroughs, voilà, donc Jeremiah Purdue, qui était aussi un infirmier des Marines, qu'on voit ici.
qui est mort un mois après que cette photo ait été prise. Donc en fait, ça servait un petit peu de conclusion. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire à Paris Match, c'est retrouver. On l'avait fait avec Marc, les héros des photos, et raconter ce qu'ils sont devenus. Pour l'anecdote, vous voyez Jeremiah ici avec la tête entourée d'un bandage. Il avait dans son salon la photo, et puis dans un coin il y avait une pierre, quelque chose, et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette pierre là? Il me dit c'est l'éclat d'obus que j'avais dans la tête, je l'ai gardé pendant 25 ans, voilà. Ce qui est intéressant, si tu permets, dans cette photo, là aussi il y a plusieurs visions de cette photo, de façon de la voir. C'est que là, voilà, on voit ce soldat noir qui a l'impression qu'il se jette vers son copain blanc qui est blessé, qui est en train d'agoniser. Et j'avais eu la chance, c'était très gentil, il y avait le fils de Larry Bureau qui était venu nous voir à Match, et on a parlé de cette photo. Et il me disait, mais mon père m'a toujours dit, c'est absolument pas un geste de fraternité, ça, il ne se connaissait pas. Ils ne se connaissaient pas du tout. En vérité, on est en plein combat. Les combats sont un peu plus hauts. Il y a un hélicoptère qui se pose, mais qui se pose, il ne touche pas le sol. C'est-à-dire que le soldat saute et dans son élan est projeté vers l'avant. Et c'est là, au moment où Larry Bureau arrête cette image. On a vraiment l'impression qu'en vérité, là, il part dans son élan. Lui, ce qu'il pense qu'il y a une seule chose, c'est retourner au combat avec ses copains, et il veut ressauter dans l'hélicoptère. Mais il ne se connaissait absolument pas. Et l'anecdote, c'est qu'on n'a jamais connu l'identité de ce soldat qui est au sol. On ne sait pas, on a fait toutes les recherches possibles et imaginables parmi les associations d'anciens Marines, tout ça, on n'a pas réussi. Cette photo, c'est 1968 aussi, on est plein impact psychologique. On est dans le bourbier vietnamien, les Marines ont débarqué, c'est la bataille des collines, c'était les moments les plus terribles de la guerre. Tu voulais réagir, Alvaro? Non. Alors, voilà, donc bon, là on vient, on va un petit peu faire une parenthèse avant d'arriver sur une période plus contemporaine. Les leçons du Vietnam vont évidemment, Valérie, être prises en considération, alors par l'armée américaine, mais aussi par d'autres armées, notamment dans l'accès des photographes aux zones de combat. Je pense en particulier à la première guerre du Golfe, où là, on arrive à une politique de photo zéro. Oui, c'est en fait ce que les Américains appellent ça le syndrome du Vietnam. C'est d'une part le syndrome de l'échec militaire qui est très fort et qui va faire que les Américains vont plus trop se mêler de politique internationale pendant un moment, et à un niveau plus, on va dire, égocentrique, l'humiliation d'avoir perdu et le fait d'accuser fortement les médias d'être responsables de ça. Donc ce syndrome du Vietnam, il va influencer leur relation aux médias, impliquer des politiques de censure très fortes, et jusqu'à finalement la guerre d'Irak, 2003-2004, puisque avant qu'Obama arrive au pouvoir, il y avait même un décret que Bush avait signé qui interdisait de photographier les cercueils de soldats américains morts en Irak et en Afghanistan de retour au pays. Obama a levé finalement le banc sur ces photographies en disant que quelque part il y a un devoir de mémoire qui doit être fait et on doit savoir ça. Donc ça a eu un impact finalement à la fois militaire mais psychologique extrêmement fort. Il y a eu d'autres armées concernées aussi. La guerre d'Algérie est une guerre qui est un déficit d'image très fort. Politique de censure de l'armée française à la même période. La guerre de Corée aussi, mais qui est avant le Vietnam, où il y a très peu d'images. Les Maldives, les Malouines, rien à voir. Là où c'est l'armée anglaise, un petit lapsus. L'armée anglaise qui alors effectivement une politique pratiquement de blackout, les journalistes sont carrément maintenus à l'écart. Il y a vraiment cette peur. En fait, ce que le Vietnam a symbolisé, c'est les médias. Les photographes de guerre ont un pouvoir, et surtout cette focale civile, ces sensibilités qui se cristallisent sur les morts civiles et le nombre de morts militaires qui augmente, c'est très dangereux. On peut même parler des politiques de l'armée israélienne, Tsahal, à chaque fois qu'elle envahit Gaza, il y a aussi un blackout très important sur les images, les journalistes maintenus en périphérie. Donc ça a des conséquences, pas que sur les États-Unis, mais qui montrent vraiment cette difficulté de gérer les sensibilités.
Là, on est sur Gaza, justement, précisément sur ces fameux... je crois que Patrick connaît assez bien les cluster bombs. C'est un peu ça qu'on voit là. Ça, c'est du phosphore, voilà, qui avait été utilisé pendant l'offensive en 2006, il me semble. Ouais. Donc ça, c'était voilà, c'est une photo qui était une des rares photos au sol d'une des offensives à une époque où l'armée israélienne avait complètement ceinturé Gaza et on ne pouvait que couvrir finalement la guerre de loin, quoi. On voyait. Ils ont eu leur Vietnam aussi. Pendant la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, on pouvait faire des photos. C'est après, quand il y a eu la guerre s'est déplacée à Gaza, tout comme ça, où les choses n'avaient pas tellement envie de montrer tout ça, et c'est là qu'il y a eu un blockout. Je crois. Au Liban, Benoît Gisenberg, qui pour nous avait ouvert en 82, et on était vraiment avec eux. Mais là, il y avait aussi. 2006. Ouais. Aucun accès. Oui. Excusez-moi, je leur donnerai le micro. Il marche bien celui de Marc ou est-ce que c'est mieux? Voilà, faut que je... Ouais. Bon, alors on va revenir un petit peu sur notre sujet en fait. Il y a la question justement de l'accès aux zones de guerre, il y a la question du rapport